Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 26 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, on va prendre un petit peu de temps sur l'actualité, on a quelques petites actualités sympas, notamment sur Elon Musk avec Tesla et le BTC, et oui encore, mais ce ne sera pas aussi bien que ce qui avait été annoncé historiquement, donc on reste un petit peu en retrait, mais c'est intéressant de voir ça. Ensuite, on va passer sur analyse technique pour faire un point sur les cours, et avant de commencer, c'est très simple, si vous voulez me soutenir la chaîne, likez et partagez, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite dans l'actualité, avec l'actualité de la journée. Globalement, il y aura ici le PIB T4 qui va arriver, l'inscription au chômage et les ventes neuves pour décembre. On termine justement donc 14h30 et 16h pour les ventes de logements neufs, qui est très important notamment sur le shelter, on n'oublie pas. Et demain, on aura le PCE Core derrière avec les promesses de vente de logements, encore une fois, décembre, comme ça on clôture réellement le mois de décembre et on prépare la semaine prochaine avec le 1er février la remontée des taux de la Fed. Ensuite nous avons les actions avec les entreprises, les rapports. On note Tesla qui a une augmentation du BPA et une légère sous-performance au niveau de ce qui était escompté. Néanmoins, on a eu pas mal d'informations dessus sur les rapports qui ont été donnés, on ira voir ensuite, mais on est plutôt dans le vert, ce qui est plutôt positif sur l'économie américaine, et on s'en doute, et c'est quelque chose que je vous explique déjà depuis quelques mois. Ensuite, nous avons Marinade donc qui est un protocole spécialisé dans le liquid stacking sur Sol, et principalement le Solana, qui va lancer une incentive sur 12 mois pour libérer 160 millions de leurs propres tokens. Donc ça fait écho à ce qu'avait fait Lido qui est un concurrent de Marinade, mais sur Ethereum, sur Matic, sur Avax aussi, donc sur pas mal d'autres crypto-monnaies, mais pas sur le Solana. On n'oublie pas que Solana n'est pas EVM compatible, donc forcément ils ont besoin d'avoir leur propre protocole, et on voit que l'incentive a pour but principalement d'augmenter le volume de liquid stacké sur le nombre de sols. Il y a que 40 millions de sols qui sont stackés sous forme de liquid staking, ce qui représente moins de 5%, 3% de la totalité des sols. Donc le but c'est d'augmenter l'utilisation du liquid staking. Pour rappel, le liquid staking c'est quoi? C'est le fait de déposer par exemple ces Solana, ces Ethers, donc on va stacker ces Ethers, et à côté, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on a stake, normalement on n'est plus censé pouvoir utiliser cette liquidité. Sauf qu'en échange, le protocole de liquid staking va vous fournir un token qui va avoir la même valeur que vous pouvez par exemple vendre ou déposer par exemple sur un protocole de DeFi ou une pool de liquidité, justement STETH, ETH, dans le cadre de Lido, et dans lequel vous allez avoir un rendement supplémentaire, donc vous gardez en fait la liquidité, donc même si c'est stake, vous gardez la liquidité derrière. Ensuite, nous avons un très bon article sur les options de Bitcoin, et notamment l'expiration de 1,5 milliard de dollars d'options vendredi, donc très intéressant, je vous invite à le regarder, je le mettrai dans le lien Twitter pour voir, justement, nous avons les différents buts, donc avec les différents niveaux de prix, et ce qui est statué, c'est que les bears perdent le moins possible, et il va falloir casser les 21 000, ce qui semble quand même un petit peu compliqué dans le temps imparti. Et oui, parce que là actuellement on est quand même majoritairement sur un scénario qui est plutôt haussier dans la validation, avec quand même un gain de 595 millions de dollars pour les bulls majoritairement, si on reste dans l'état actuel, ou si jamais on casse les 24 000. Ensuite nous avons DCG, donc encore une fois, DCG qui est la holding qui détient notamment Genesis, qui détient plein d'autres actifs comme Coindesk, annonce justement, continue en tout cas le dégraissage par plusieurs choses. Déjà son dégraissage propre, avec 13% de la totalité de son staff qui a été licencié, et ensuite nous avons une des sociétés qui fait partie de son portfolio, qui est Luno, qui va licencier quand même 35% de son staff pour justement libérer. Et ça arrive après le licenciement de 20%, puis après 30% sur Genesis,
pour notamment limiter la casse sur ce qui est en train de se passer au niveau de Genesis. On rappelle que Genesis a déposé le chapitre 11 et donc forcément a entamé une restructuration, et ça va un petit peu plus loin. DCG a entamé aussi une restructuration en interne pour pouvoir, je pense, très certainement éponger une grosse partie de la dette de Genesis. On rappelle que Genesis, lors de son dépôt de chapitre 11, se voit repartir en mai. Donc on est vraiment dans une politique de contraction très forte pour pouvoir donner des solutions pour le curateur et ensuite éclater en mai, en tout cas ressortir en mai, et repartir sur ses propres activités. Ensuite, nous avons Robinhood. Alors, le Twitter de Robinhood qui nous rappelle principalement que les hacks n'ont pas forcément lieu que sur les protocoles DeFi avec un vol des pools de liquidités, mais bien aussi des hacks, par exemple du Twitter de Robinhood, qui a fait justement des tweets pour promouvoir un scam, donc un token qui a été lancé, qui est un scam, et donc forcément essayer de faire en sorte que les personnes l'achètent pour faire un rug pull, et on voit qu'heureusement seulement 25 personnes ont été impactées pour seulement 8000$, mais ça nous rappelle principalement que il va falloir faire attention, comme d'habitude, à absolument tout, que ce soit dans les informations qu'on récupère, que ce soit dans les transactions que l'on signe, il faut vraiment être attentif. Ensuite, nous avons Elon Musk et Tesla. Alors justement, je vous disais que dans le rapport, on avait quand même pas mal d'informations, plusieurs choses. Un, le fait que sur Q4, ils n'ont pas liquidé le reste de leur position en BTC, ce qui était plutôt positif pour l'ensemble du marché crypto. Et à côté, nous apprenons aussi qu'une grosse partie de leur chiffre d'affaires pour maintenir leur bilan a été maintenue grâce, et vraiment grâce, à l'augmentation de la production de véhicules, justement, en fin 2022. Et ça, c'était quelque chose qui avait été déjà annoncé par Elon Musk, que Tesla allait augmenter suffisamment sa production pour pouvoir assurer les rendements pour le dernier trimestre. Et on terminera principalement sur Lido qui est en train de préparer notamment une mise à jour qui va permettre de gérer les retraits en avance de Shanghai. Alors là-dessus, ce serait justement Shanghai, c'est la mise à jour d'Ethereum qui va permettre le retrait, entre autres justement des Ethers qui ont été stake durant toute la période de Beacon Chain, donc de test, et forcément, à partir du moment où le merge est terminé, on savait qu'on allait pouvoir retirer nos Ethers, une chose qui est effective et qui va être effectif en tout cas en mars, et Lido est en train de préparer ça, soit en amont, et de pouvoir proposer quelque chose qui va fonctionner légèrement autrement et qui va permettre peut-être plus de flexibilité dans le retrait, à voir et à suivre. En tout cas, ça pourrait dynamiser un petit peu justement le flux d'Ether et pourrait impacter, pourquoi pas, en avance de Shanghai, peut-être une petite pression baissière à déterminer et à suivre dans tous les cas. On a terminé sur les nouvelles et on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet qui est un exchange centralisé qui fait partie du top 3 en termes de volume de trading. C'est un exchange que j'utilise déjà depuis un certain temps et je trouve que c'est une bonne alternative non KYC pour diversifier un petit peu les différents échanges dans lesquels on se trouve. On n'oublie pas, avec ce qui a pu se passer avec FTX, il est toujours intéressant d'en avoir plusieurs, qui plus est non KYC, avec une limite de 20 BTC. On a un gros pool de liquidité, donc pour faire du trading, on a tout ce qu'il nous faut, et on retrouve tout ce que l'on retrouve classiquement avec les futurs, avec le trading spot, les grid trading, les effets de levier si on le souhaite, et avec le earning, où on va retrouver l'ensemble des éléments comme le earn, le shark fin et le lunch pool qui sont toujours très intéressants et qui sont des produits à part dans lequel certainement je vous ferai une présentation. Nous avons à côté, donc je vous ai parlé des bots très intéressants, où on va retrouver notamment les grid bots classiques mais aussi les DCA spot et les DCA futurs, dans lesquels je vais vous faire une présentation parce que ce n'est pas des DCA classiques et il y a des choses à faire dessus. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo pour ça. Si vous vous inscrivez avec BitGet, avec mon lien, en l'occurrence vous avez un maximum de 8000$ de reward en fonction du dépôt que vous faites, le premier dépôt qui compte, et en plus, pour les 150 premiers, vous avez des rewards supplémentaires qui sont versés en bonus de trading. Si vous déposez 200$, vous gagnez 30$ en bonus de trading que vous pouvez utiliser
pour ouvrir des positions, vous payez à vos filles. 500 $, 50 $. Si vous déposez 1000 $, vous recevez 100 $. Et si vous déposez 5000, vous récupérez 250 $ de bonus de trading, en plus des autres rewards qui sont donnés. Et en plus, avec le lien, vous avez moins 10% sur la totalité de vos filles. Donc c'est en commentaire et en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen, en plus de liker, partager et de vous abonner. On reprend tout de suite la vidéo. On commence notre analyse technique par notre rappel de notre hypothèse Elliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5 terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C. Et nous sommes donc dans une fin de schématique de vague d'impulsion Elliotiste, donc dans la fin de notre C. Nous sommes sur une partie investissement, quand on regarde la totalité du mouvement du BTC, et qu'on fait son retracement, nous sommes en dessous du 618, donc dans une zone de rechargement long terme, donc intéressante, dans une structuration d'une politique de DCA, à partir du moment où on prend en considération qu'on peut aller chercher le 786 à 14 800, le top de la 1 à 14 000, et ici le 1,618 de prolongation Fibonacci de la A sur la B à justement 10 000 $. Encore une fois, on fait attention, ce n'est pas parce que nous avons une session de rupture actuellement, nous n'avons pas fait de break of rupture majeur, on rappelle que c'est 25 360 sur le CME, pour se dire que ici on repart totalement à la hausse. La rupture se trouve ici sur le break de cet AR qui se trouve ici. Tant qu'on n'a pas fait ça, on est toujours sur un retracement haussier. Oui, nous avons une session de rupture dans laquelle nous n'avons pas comblé tous les gaps CME baissiers, ce qui est plutôt positif, ça montre justement ici la rupture effective qui est en train de se faire, donc on fait juste attention à un retournement potentiel de situation tant qu'on n'a pas vraiment breaké la structure haussière en weekly sur le CME qui permettrait justement d'avoir une impulsion très forte. Si jamais on break ici, ça veut dire que certainement on va aller combler le CME ici, voire potentiellement le CME à 35 000, donc quelque chose qui serait plutôt bullish sur le long terme, et en tout cas sur le premier semestre 2023. On va zoomer sur cette zone ici pour vous montrer que tout simplement nous avons aussi la mise en place d'une accumulation de week-off, qui se forme ici avec un selling climax automatic rally. On reteste le selling climax avec le secondary test, on enfonce avec le STB secondary test phase B pour prendre la liquidité du SC, donc on est bien allé chercher la liquidité ici, et là on a une réaction haussière suite à la prise de liquidité dans lequel on est allé récupérer la liquidité ici, donc faire un break of structure mineur de l'inducement. Ici on récupère le deuxième inducement et on est en train de travailler justement cet inducement là dans cette zone ici. Mais on rappelle que pour valider justement cette accumulation, cette fin d'accumulation, ça va être la rupture de l'AR, d'accord? La rupture de cette zone-là, où on aura ici une prise de liquidité d'AR forte, dans lequel on peut aller faire un retest, mais ça veut dire que la probabilité de spring diminue grandement. Tant qu'on n'a pas cassé ici, on a toujours la possibilité d'aller chercher un spring ici dans cette zone des 15 000. Il faut le prendre en considération, malgré les volumes aussi que l'on a actuellement, qui est plutôt positif et qui redonne justement une certaine forme de liquidité au niveau des différents acteurs. Je ne parle pas au niveau du marché, mais je parle au niveau des différents acteurs. On a une forme de liquidité qui est en train de se faire pour pouvoir continuer à développer et à construire de nouvelles technologies, mais par contre pour le marché en lui-même, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, on sait qu'on a un manque de liquidité, on sait que le mouvement qui se trouve ici, c'est un mouvement perpétuel, donc c'est pas un mouvement spot, et il faut le prendre en considération, surtout que nous avons ici toujours cette divergence qui est présente, d'accord? Divergence baissière, dans laquelle nous avons une structuration au niveau du RSI qui reste quand même en surachat majoritairement, et qui reste déjà depuis assez longtemps en surachat, hein. On n'a toujours pas break baissier, on n'a toujours pas fait de respiration en termes de momentum, ce qui est plutôt positif sur le court terme, mais négatif sur le long terme, parce qu'on sait que plus on reste dans ces zones-là, plus l'essoufflement sera fort. Ensuite, on va zoomer en 4 heures pour regarder un petit peu où on en est. Très intéressant de voir qu'on est allé chercher ici dans une mèche l'objectif 618, hein, qu'on avait planifié déjà depuis quelques jours. Donc on est en train de valider clairement la fin d'une vague 5, qui est en train de se valider aussi toujours par notre divergence baissière structurelle qui est ici. Donc on a bien eu l'objectif vague 1, vague 2, classique, vague 3 pour aller chercher l'objectif 1,618, retracement, premier arrêt qui a été effectué, accélération
sur justement la dernière vague 5 avec la dernière extension qui est allée chercher justement le 0,618. On est vraiment ici sur du textbook de vague d'impulsion héliotiste. Donc ce qu'on va attendre, ça va être un retracement ABC. Alors attention, le ABC peut avoir plusieurs formes, il y a énormément de formes au niveau du ABC. On pourrait très bien avoir une petite A, une grande B avec extension, puis après une C avec extension, d'accord, pourquoi pas, on pourrait avoir sinon une flat classique, on pourrait avoir, voilà, il y a beaucoup de scénarios au niveau des vagues de retracement que l'on pourrait avoir, donc il va falloir patienter de voir la première en A, voir l'impulsion qu'elle va avoir pour déterminer si oui ou non on va avoir une grosse. Pareil, on pourrait très bien avoir une très grosse A qui va chercher le 0,618, une B qui va retester la partie haute, une C qui va retester la partie basse avant de repartir à la hausse. D'accord? On n'oublie pas qu'une fois qu'on a terminé les vagues d'impulsion héliotiste, généralement on a toujours tendance soit à repartir sur une nouvelle schématique héliotiste, soit une zone de ranging. Et on pourrait très bien avoir une grande 1, une grande 2 qui se met en place. La grande 2, généralement, a tendance à retracer fortement, donc à casser le 618. Donc pour moi, le 618 a quand même un appel très fort, parce qu'on a le 618, on a ici la zone de support qui représente les deux tests que l'on avait eu dans la zone post-FTX, donc sur lequel on avait travaillé déjà pas mal, on a eu un retravail de ce cours-là effectif, et on a la zone de retracement de 618, donc on a quand même un gros appui potentiel pour le 618 si jamais on avait une vague 2 puissante. Est-ce qu'on irait chercher le 786? J'ai tendance à penser que si on va chercher le 786, c'est qu'il y a de grandes possibilités pour s'enfoncer et faire un spring. D'accord? On rappelle que si on n'a pas cassé l'AR au-dessus, la probabilité du spring est quand même toujours très forte, il faut le prendre en considération. Donc pour moi, le 618 me paraît quand même une zone de retracement long terme, quand même plutôt cohérente. Quand je dis long terme, c'est long terme dans les semaines à venir. On rappelle qu'on a la zone en pointillé. La zone en pointillé, c'est quoi? C'est l'annonce des taux de la Fed dans lequel on pourrait avoir une petite surprise qui pourrait justement être un élément catalyseur d'une accélération haussière ou d'une baisse très forte. Donc il faut le prendre en considération, même si c'est que mercredi, donc on est à 6 jours avec le week-end, et on sait qu'en ce moment, le vendredi soir, on a toujours des surprises, donc on va rester accroché jusqu'à globalement samedi matin pour être sûr et certain qu'il ne se passe rien vendredi soir. Au niveau de l'order flow, ça nous confirme qu'on est toujours dans la panade, parce que nous avons ici le perp qui est toujours en descente. C'était un mouvement qui était principalement instancié par du perpétuel, ces deux mouvements-là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de spot et tout était fait au perp, et du coup ça sous-entend que là on est en train d'avoir un essoufflement du mouvement, et on voit pas que le spot prend le cours, donc ça veut dire que là, potentiellement, on est bien dans une forme de distribution avec une cassure baissière. On rappelle que on a justement les options qui font la rupture par rapport à l'explication que j'ai effectuée dans la partie actualité. Donc à ce moment-là, on pourra avoir une target à 21 000, on n'oublie pas, qui représente d'ailleurs ici des retracements intéressants dans lesquels on pourra avoir un retour ici dans cette zone-là, avec peut-être une extension en dessous de 21 000 pour aller chercher les 20 500, voire potentiellement la liquidité de cette zone-là, et aller chercher même, pourquoi pas, les 20 000 avec le 0,5, 20 000 qui aura une résistance très forte, parce que 20 000, c'est un chiffre très marquant, en tout cas pour le marché de la crypto-monnaie, et il faut le prendre en considération. En retournant sur, justement, l'order flow, on voit qu'on a l'open interest qui est en train de s'effondrer totalement, qui correspond principalement au perpétuel, ce qui nous montre justement qu'on a une libération au fur et à mesure des positions qui sont en train de se faire. Alors oui, vous allez me dire, mais du coup le mouvement aussi il vient d'où? Il vient aussi d'un short squeeze, comme je vous l'avais précisé, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un petit mouvement baissier, chose qu'on a effectué, puis ensuite un short squeeze avant de potentiellement faire le mouvement, ou on peut rester dans une forme de ranging avant de faire un véritable mouvement et terminer pourquoi pas par une dernière petite accélération avant de faire le mouvement baissier. Là ça va dépendre principalement des liquidités, et encore une fois, je vous rappelle qu'on a très peu de liquidités sur le court terme ici dans cette box ici, les grosses liquidités de longues sont quand même très basses, les grosses liquidités de short sont quand même très hautes, et donc forcément il faut avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'incentives pour pouvoir pousser, et je pense qu'il risque d'avoir un mouvement assez fort dans un premier temps pour pouvoir favoriser ce type de mouvement-là. L'autre point que je voulais noter, c'est qu'on est en train de remonter ici sur BTC, sur Ethereum, sur BTC, c'est-à-dire quoi? C'est la représentation de la force d'Ethereum, en tout cas le ratio force Ethereum BTC, qui permet de voir s'il y a une surperformance de l'un ou une sous-performance
de l'autre, et on voit qu'on avait eu une sous-performance d'Ethereum ici, pour aller retester cette zone ici, avec notamment l'accélération du BTC, et la chute d'Ethereum qui était très forte, alors que le BTC tenait justement sous une forme de ranging, et on a eu justement cette cassure baissière, et on voit qu'on est en train de reprendre et de régulariser la situation, donc il va falloir juste patienter. Pour moi, on est dans une zone de neutralité long terme, ici déjà depuis mai 2021, et ce qui est intéressant, c'est que mai 2021, c'est quoi? C'est la rupture qui a eu lieu, principalement la cassure de la DeFi, mais en même temps, ça a été l'instanciation en se disant, bah en fait, la DeFi est juste très importante pour la suite des blockchains et de la crypto-monnaie, et donc du coup on se retrouve sur une zone de ranging avec une consolidation principalement du rôle de la DeFi dans la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui porte la DeFi? Bah c'est Ethereum majoritairement, et les EVM, donc c'est-à-dire les blockchains qui sont compatibles Solidity et Ethereum. Ensuite, au niveau de la volatilité, petit point rapide, on a bien une réaction haussière qui malheureusement n'est pas assez puissante, on aurait aimé qu'on ait la même que celle-ci avec une grosse accélération. On est plutôt dans une schématique qui pourrait ressembler sur 2020, fin 2020, avec une première accélération, un affaiblissement, avant d'avoir vraiment la grosse accélération. Donc si on était dans la même pattern et dans la même idée, on serait donc ici dans une accélération qui aurait lieu dans 90 jours, donc ce qui représenterait un trimestre, ce qui représenterait mai, juin, qui serait justement le printemps-été pour justement l'accélération haussière que l'on peut attendre sur le cadre des différents actifs sur cette période. Ensuite, nous avons la macroéconomie dans laquelle on voit que l'indice dollar, le DXY, a eu une contraction hier, et je pense qu'on risque de repartir encore sur une contraction. Aujourd'hui, toujours sur notre niveau très important, hein, 101,5 jusqu'à 100, dans lequel on a ici un gros retour, une grosse zone de support, dans lequel on pourra avoir un retournement de l'indice dollar pour aller retester soit les 105, soit les 110, à voir par la suite. Ça prend beaucoup de temps, mais ce qui est normal au vu de la géopolitique actuelle. On rappelle aussi que beaucoup de personnes et beaucoup d'institutionnels attendent principalement ce qui va se passer le 1er février pour noter justement le premier rendez-vous avec la Fed pour 2023 qui va donner la tonalité sur globalement toute l'année sur ce qui va se passer. Autre élément important, ça va être le Nasdaq sur lequel on a eu un début de journée qui était plutôt chaotique, et on voit qu'on a eu bien le retournement qui a été fait, mais on n'a pas redépassé, hein, d'accord? On n'a pas redépassé du tout, et le retournement a eu lieu d'ailleurs à 16h, hein, sur lequel on a repris l'accélération haussière, et quand on regarde justement ce retournement, on voit que on n'a absolument pas ravalé la totalité de la bougie, hein. On a ravalé beaucoup. Regardez-moi cette bougie, hein. Je veux dire, on a même l'impression de se retrouver sur de la crypto-monnaie avec quand même une bougie sur une journée, une volatilité de 3%, chose qui est assez rare sur le Nasdaq, majoritairement, ou en tout cas sur les indices. On a un début de journée qui est plutôt bullish ici, donc il va falloir faire attention, on n'oublie pas la règle, hein. Bullish ici, on peut se finir bearish justement 70% du temps, et là on a toujours un retravail de cette trendline dans lequel on a fait un breakout et dans lequel on essaie de retravailler, de consolider au-dessus. On voit bien qu'on a quand même une forme de faiblesse qui est en train de s'instancier ici, hein. On va attendre la clôture hebdomadaire pour bien valider, mais on a un RSI qui commence à pousser. Je pense qu'on risque d'avoir une incertitude tant qu'on n'aura pas ici cette date fatidique de la Fed. SP500, pareil, mais un petit peu plus bullish parce qu'on a quasiment clôturé en positif. Hier, ça s'est joué à quelques pips, et à côté, on voit que on a une réaccélération haussière. Pareil, on commence sur la journée plutôt positif, à voir comment on va continuer sur cette fin de semaine. J'ai tendance à penser que ici, on va toujours ranger sur fin de semaine, potentiellement début de semaine prochaine. On attendra mercredi, vous l'avez compris. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai, et on s'arrête ici. Dites-moi vous, quelle est votre perspective pour ce vendredi? Est-ce que vendredi, oui ou non, on va nous refaire le coup des 2 dernières semaines avec une accélération haussière dans la nuit, en tout cas à partir de 22h jusqu'à 2h du matin, ou est-ce que on arrête justement, ou on reste vraiment dans la schématique jamais 203? À vous de me le dire en commentaire, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu,
avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.